Christophe Maratier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je suis cinéaste, musicien. D'ailleurs, je me considère plutôt toujours comme musicien que comme cinéaste. En fait, pourquoi? C'est parce que je suis né dans un milieu d'acteurs. Mon oncle était Jacques Perrin, ma grand-mère était à la Comédie Française, mon grand-père l'était aussi, ma mère fut comédienne. Mais très vite, j'étais attiré par la musique et par l'instrument qui était la guitare classique, j'entends. Et je suis rentré là-dedans, ce qui m'a mené jusqu'à l'École normale supérieure de musique, où j'ai passé mes diplômes, j'ai appris toute la théorie musicale. Et je suis resté guitariste de haut niveau, puisque j'ai eu ma licence supérieure de concertiste à l'âge de 21 ans. Et jusqu'à 25 ans, j'ai passé des concours internationaux, etc. J'étais vraiment destiné à être soliste. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que la guitare, à laquelle j'avais donné tellement de sacrifices, allait peu me les rendre, parce que comme ce n'est pas un instrument d'orchestre, on est condamné à une carrière super soliste et qui n'existait pas vraiment pour en vivre. Donc, je me suis dit, je vais me retrouver professeur de guitare, et ça, je ne voulais pas. Et donc, par conséquent, je suis rentré dans la production de cinéma, aussitôt après. Avec mon oncle Jacques Perrin, on a produit des films comme, enfin, il a produit et je l'ai assisté à des films comme Microcosmos, Himalaya, Le Peuple Migrateur. Et rapidement, je me suis senti un peu, comme j'avais l'habitude d'être sur scène, du mauvais côté de la scène. Et donc, je me suis dit, pourquoi je ne me mettrais pas en scène moi-même? J'ai fait un premier court-métrage qui a été très, très apprécié, très distingué, ce qui m'a donné un peu le marchepied pour le long. On est en quelle année pour le coup? On est en 2001. D'accord. Et rapidement, en 2002, je me suis dit, quel film pourrait joindre à la fois mes souvenirs d'enfance et je me suis rappelé d'un film que ma grand-mère comédienne m'avait montré, qui était La Cage au Rossignol de Noël, un film de Jean Dréville où il dirigeait une chorale d'enfants, etc. Et je m'en suis inspiré pour écrire Les choristes. Bon, Les choristes, on sait ce que ça a donné. Ça m'a permis évidemment de découvrir le monde. J'ai fait 40 pays avec, et puis d'avoir le succès évidemment, un peu d'aisance financière pour justement voir le temps arriver, puis me dire, enfin, le plus agréable, c'est que j'avais gagné en un film ma place de metteur en scène. Après, à moi de m'en débrouiller. Et souvent, parfois, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas l'homme d'un seul film? Bon, heureusement non, j'en ai fait d'autres, avec pas tout le temps avec parfois des qualités diverses, et des succès divers. Mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ma voie. Et j'avoue que je suis toujours, pour vous dire la vérité, plus admiratif d'un grand soliste qu'un d'un grand metteur en scène. Parce que, en fait, un film est une œuvre tellement collective, à la fois dans sa préparation et dans sa fabrication, parce que même si le metteur en scène est le maître du plateau, enfin disons le boss du plateau, il faut quand même 80 personnes pour faire un film. Alors que quand vous avez un piano Steinway sur une scène parisienne, ou n'importe quelle scène d'ailleurs, on ne peut pas se pointer là en n'ayant pas 20 ans au moins de formation. Par conséquent, et on est tout seul, voilà. Et donc c'est pour ça, dans ce sens-là, que j'ai plus d'admiration encore pour la musique, enfin pour les grands interprètes que les grands cinéastes. Parce qu'en fait, n'importe qui, je dis bien, je peux le mettre à la tête d'un plateau et faire croire qu'il dirige alors qu'il ne dirige pas, mais il signera le film. Après, qu'il soit bon ou pas, j'en sais rien, mais il le signera, ce qui est impossible évidemment pour un concert. Alors, mais la musique de film depuis tout petit, mon oncle avait produit par exemple un film qui s'appelait Z, pour un film de Costa Gavras, et je me souviens avoir écouté cette musique, je l'écoutais. Vous savez qu'à l'époque, comme on n'avait pas de DVD, on n'avait pas de streaming, on n'avait pas de magnétoscope, ça n'existait même pas encore, la seule manière de revivre les émotions d'un film était d'en acheter de la musique. Et c'était comme ça que je me rappelle que l'Homme à l'harmonica de Morricone, que ce soit les Dents de la Mer de John Williams sur le film de Spielberg, tout ça, on les achetait et on pouvait revivre les émotions du film avant que de pouvoir le revoir. Donc, j'aime pas le mot passion, c'est tellement, convenu maintenant. On va dire cette attirance, cette fusion pour la musique de film, déjà parce que la musique de film n'est pas qu'un genre. La musique de film peut être des chansons comme Les Demoiselles de Rochefort, ça peut être West Side Story, ça peut être Les Dents de la Mer, ça peut être Hans Zimmer, ça peut être tellement de choses, ça peut être du jazz, ça peut être La La Land, bref. En emportant de la musique de film sur une île déserte, on aura tous les genres de la musique qui seront rassemblés. C'est pour ça que j'aime bien enregistrer des thèmes musicaux avant de tourner, parce que je les fais écouter sur le plateau. Et quand j'imagine certaine musique va pouvoir illustrer une scène ou la soutenir, je la fais jouer aux comédiens d'abord. Bon, on ne peut pas l'enregistrer avec la musique, et je pense que la musique est un très bon directeur d'acteurs. C'est-à-dire que voilà, on les met, les acteurs, dans une certaine ambiance, ça contextualise, et ils se mettent à parler, et ils se mettent à vivre des émotions en étant portés par la musique de manière très juste.
Et donc c'est un très bon directeur d'acteur. Enfin, je trouve aussi que, vous savez qu'on met traditionnellement, et ça c'est presque juridique, mais ça s'entend au point de vue artistique, les 3 auteurs d'un film, les 3 auteurs qu'on doit citer sont le metteur en scène, le scénariste et le musicien. Le reste sont des techniciens. Hein. Donc ça veut bien dire que le musicien et l'auteur, quand je dis le musicien, c'est en général la musique. Parce que ce qu'on défend ici, enfin ce que j'ai toujours défendu, c'est le métier de compositeur de musique de film. Alors que c'est vrai qu'il s'est répandu ces dernières années, enfin répandu, c'est pas au sens péjoratif, mais l'idée qui est parfois que j'ai trouvé un peu agaçante quand elle était, c'était d'écouter la playlist préférée du metteur en scène. Voilà. Avec des synchros, effectivement, quand quelqu'un sort du métro, c'est beau de mettre le Requiem de Mozart, oui. Si on prend sa bagnole, c'est bien de mettre du David Bowie, mais enfin bon, j'ai toujours l'impression que le mec qui me dit regardez ce que j'écoute chez moi, voilà ce que je voulais vous faire entendre. Or, la composition de musique de film, les compositeurs, ceux que nous recevons ici, défendent c'est une part d'auteur qui est importante, c'est un personnage. Je ne sais pas comment situer, je ne sais pas si c'est un personnage, mais quand vous avez une très belle lumière, de très bons acteurs, un très beau ton, et c'est vrai que la musique est à l'unisson, on a ce qu'on appelle une scène totale. Et c'est ça que chaque fois que je recherche. Alors, mon amour de la musique en général et mon attrait pour la musique de film et les émotions qu'elle procure m'encourage parfois à en mettre trop. Bon, ça dépend. Mais là-dessus, vous savez, les théories, alors il y a beaucoup de théories. La théorie un peu bébête que sortent les metteurs en scène parfois, c'est de dire ah, je n'aime pas que la musique surligne les émotions. Ben, si, parfois ça doit aller surligner, non, pas les surligner, mais les faire s'enflammer, les émotions, que ce soit des scènes de peur, que ce soit des scènes d'amour, mais en tout cas, quand je dis passion pour la musique de film, c'est plus que ça. Ça fait partie vraiment de moi, de mon langage et de mon langage, en tout cas de la manière dont je conçois la musique, les films. Prenons le cas dans les années 60 de L'Homme à l'harmonica ou de Bon, la beauté et le truand. Morricone avait fait en sorte que la musique devienne même presque plus célèbre. Enfin, elle porte une place aussi importante dans la mémoire des spectateurs que ne l'était le film. Et combien de fois on allait reprendre, c'est aussi le cas, je pense, de Titanic, c'est aussi le cas de La Liste de Schindler, c'est aussi le cas de La vie est belle de Bellini, et c'est de Mission, voilà. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on doit essayer de faire, c'est de se dire qu'ai-je pour faire un film? Un metteur en scène, d'abord un scénario, un metteur en scène, des acteurs et un producteur pour lier le tout. Si jamais vous avez les 4 choses, la seule chose dont vous êtes assuré, je pense, c'est de ne pas faire un navet. Bon. Mais sera-t-il un succès? Ça, personne n'en sait rien et n'en saura jamais rien. Bon, il est vrai aussi que il y a des moments où on peut sentir l'échec. Quand vous avez quelque chose qui boite, ça ne marchera pas. Mais le cinéma est tellement, tellement surprenant que, en général, tout le monde se plantera dans les pronostics qu'on pourra faire quant au film de l'année présenté sur le papier qui marchera le mieux. Personne n'y est jamais arrivé. Et encore sur film terminé, on peut essayer, mais sur scénario, je crois que c'est la foi d'une équipe, le talent, l'alchimie, et puis quelquefois, pas la chance, mais le fait que tout ça arrive au bon moment, c'est plutôt ça. Est-ce que c'est une question de chance? Oui, peut-être. Mais il ne faut pas tabler sur la chance, parce que la chance n'aidera en rien. La chance ne sera que le dernier maillon qui vous ouvrira une porte. Alors on se trouve actuellement à La Baule. Oui. La Baule qui donc accueille ce 10e festival cinéma et musique de film. Expliquez-nous un petit peu comment ça a démarré. Sam Bobino était quelqu'un qui faisait de l'événementiel dans le cinéma, oui. Et qui donc un jour me dit, je parlais de musique de film, et je lui dis peut-être qu'on pourrait imaginer, parce qu'il n'y avait plus de festival dédié à la musique de film depuis le festival d'Auxerre, dont s'occupait brillamment Stéphane Le Rouge, qui est un spécialiste de la musique de film, et d'ailleurs qui a rejoint notre équipe depuis. Et il me dit, écoute, moi j'ai des attaches à La Baule qui présentent l'avantage d'abord d'avoir des lieux pour recevoir. Bon, c'est un lieu plutôt, on va dire, incitatif, qui donne envie. Et puis surtout, une équipe peut-être municipale et certains contacts que j'ai qui pourraient faire en sorte qu'on ait un accès privilégié aux services municipaux pour lancer notre opération. Et je me souviens qu'il y avait à l'époque un ami à nous, restaurateur, Stéphane Mahler, il y avait quelqu'un qui fait de la start-up, Laurent Sarver, un galeriste, Pascal Langlais, qui avaient chacun leur relation, et on s'est mis à parler, on a pris rendez-vous, avec quelqu'un qui était délégué à la culture, à l'époque un homme remarquable qui s'appelait Pierre Sastre. Et Pierre nous a écoutés, il a vu, je crois, qu'on n'était pas bidon et qu'on ne venait pas là pour faire un coup, et surtout, qu'on n'était pas là parce qu'on était des professionnels, enfin
des mecs à la ramasse qui cherchaient un emploi ou qui cherchaient à se faire rémunérer. On a tout de suite dit, écoutez, non, on a tous notre activité professionnelle. Si on le fait, c'est pas par passion pure, enfin, c'est parce que par passion, faire attention. Quand on entend passion, on a l'impression qu'on cherche, c'est comme la quête d'une satisfaction personnelle. Alors que non, un festival, c'est fait pour partager. Donc, évidemment, il faut le faire, il faut être animé par la foi, mais la foi de partager. Donc, sachant qu'on serait bénévole et que la garantie, justement, ce serait qu'on le ferait comme des amateurs au sens noble du terme. C'est-à-dire des gens qui aiment ça, mais pas de l'amateurisme. C'est-à-dire que, voilà, c'était pas non plus, allez, on va faire... Non, il fallait que ce soit structuré, ça. La première année, justement, on a eu le plaisir, enfin, on a eu la chance de convaincre Claude Lelouch et Francis Lay. Et ce fut un débat en fanfare, et puis depuis, l'histoire, on avait dit à Pierre Sastre qu'on allait raconter une histoire, qu'on allait... Voilà, que ce ne serait pas un festival de happy few, du genre, pour beaucoup, il y avait certains festivals où on a l'impression que les gens de Paris prenaient leur raquette de Nice, leur maillot de bain, et s'étonnaient même qu'il y ait un film avant le dîner. Donc, non, là, on a vraiment tablé sur quelque chose qui appartienne à la Baule, qui reste familial. Quand je dis familial, c'est qu'il n'y a pas de partie, la partie haute, la partie UP, puis le public qui est là comme du peuple qui attend pour faire des photos. Bon, même s'il y en a qui aiment ça, attendre pour faire des photos, mais en tout cas que ce soit accessible à tous, que ce soit un lieu de rencontre et de partage, et que chaque année on puisse avoir un grand compositeur auquel on puisse rendre hommage avec un concert de musique vivante, donc qui a lieu au Palais des Congrès. Je dois dire que au bout d'un moment, d'ailleurs, nous ont rejoint en aventure un producteur ami, Marc-Antoine Schwartz, des personnalités locales. Et puis surtout, nous avons eu aussi la chance d'avoir une équipe municipale avec Franck Louvrier qui a décuplé son aide pour venir parce qu'il y croyait. Ça. Donc maintenant, je crois que nous sommes bien installés. Et puis j'attendais ce moment où, quand on invite une personnalité à Paris, ils disent pas festival de quoi, ils disent la Baule. Ah oui, je viens. Donc la Baule devient synonyme d'un festival, c'est ça, exactement. Et nous avons, Claude a fait encore 5 films ou 4, il a 60 ans de carrière, on s'est dit, voilà, et pour la première fois, pour justement jouer les musiques marquantes de Claude, composées la plupart par Francis, je crois même sans exception, Francis Lay, nous avons pour la première fois la joie d'avoir la participation de l'orchestre des Pays de la Loire, qui sera dirigé ce soir au Palais des Congrès de la Tantia par Nicolas Giraud. Et c'est pas si simple parce qu'il ne suffit pas d'arriver, c'est pas comme du Mozart où on a toutes les partitions, il faut les rassembler. Les musiques de films, quand on les fait, parfois, vous savez, ça vit. Et puis les partitions, comme elles étaient rarement jouées, parce que c'est vrai que les musiques de films, la mode des ciné-concerts est née il y a quelques années, maintenant se perpétue. Mais à l'époque, c'était vraiment très rare. Et donc, on a fait tout ce travail de retrouver les partitions, d'avoir les orchestres, parce qu'en plus, quand vous avez un orchestre, c'est pas le même que celui qui est enregistré, donc il faut faire forcément des adaptations. C'est pas forcément exactement la même formation, mais ça suffit des arrangements, et donc qui sont lourds, qui sont parfois. Et donc maintenant, on est suffisamment en place pour que les gens nous croient. C'est-à-dire que quand par exemple, on va solliciter la SACEM, ils savent ce qu'on fait. On n'est plus des aventuriers, même si je vous dis, toutes nos équipes sont bénévoles, et que ce bénévolat est quand même la preuve d'un engagement, et je suis même toujours pas étonné, mais c'est formidable toujours de faire des choses de manière pas désintéressée, parce qu'on s'intéresse au succès. Mais en tout cas, ce n'est pas évidemment pour ni remplir les poches de qui que ce soit. C'est une volonté de partage et de convaincre et d'émouvoir. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est ça. Je me souviens très bien qu'il y a des gens du public qui vient là sans trop savoir, un peu poussé, et qui va sortir bouleversé parce que d'un coup, il va entendre la musique en direct de telle personne. Je me souviens du triomphe du concert de Vladimir Cosma. Je me souviens de la profonde émotion qu'il y a eu il y a 3 ans avec Alexandre Desplat ou Gabriel Yared. Je pense aussi que c'est une manière de récompenser pour moi un métier qui est celui du compositeur de musique de film, dans lequel nous, la France, était pionnier depuis le début de l'ère du cinéma. Il faut savoir que le cinéma n'a jamais été muet. Hein. Enfin, il était muet, ça ne parlait pas, mais c'est toujours accompagné de musique. La musique. Le langage de la musique et du cinéma était à l'époque se passait de paroles. Il n'y a qu'à voir tous les films de Chaplin pour comprendre à quel point la musique devient l'acteur. La musique devient non seulement l'acteur, mais fait partie de la forme intégrante. C'est image, musique et puis émotion d'acteur, mais on en reste là. Et puis Chaplin,
Chaplin avait compris que le meilleur moyen de parler au monde entier. Et donc la musique est un moyen universel de s'adresser au monde entier. On le sait depuis, évidemment. Enfin, on l'a compris depuis. Enfin, c'était le premier à le sacraliser. Parce qu'auparavant, dans les films muets, c'était souvent, il avait compris ça, c'était souvent le pianiste de l'endroit où on projetait qui faisait la musique lui-même. Chaplin a imposé donc la bande-son, ce qui fait qu'il y avait toujours la même musique et en plus il en était le compositeur. Donc c'est vrai qu'on a eu nous des maîtres de la musique de film en France. On n'a jamais été aussi spectaculaire et symphonique que les Américains sans doute, mais on a eu quand même, faut se souvenir que Francis Lay, Maurice Jarre, ensuite Desplat, enfin on a quand même des compositeurs oscarisés. On en a même un ici au jury, Ludwig Bourse qui a été oscarisé pour The Artist. Bref, on a vraiment une lignée profonde qu'il faut continuer à mettre en lumière, oui, même si aujourd'hui c'est plus facile de faire de la musique qu'auparavant. Mais attention, il y a aussi une différence entre faire de la musique et en écrire. Parce que tout le monde peut en faire, mais de moins en moins en écrivent, et c'est un peu dommage. Et c'est comme un écrivain qui n'écrirait pas. Je préfère que... Il y a beaucoup d'instruments, quand je dis instruments, c'est plutôt des outils, au service maintenant de ceux qui veulent faire la musique, qui relèvent un peu de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Hein. Et donc ceux qui écrivent encore à la main les papiers, j'avoue que gardent un petit peu pour moi une affection particulière et que j'aime les mettre en avant. Voilà. Les trucs qui autotune, les trucs qui remettent droit, les trucs qui nous inventent une harmonie, bon, ça fait longtemps que ça existe, mais ça ne remplacera jamais, de toute façon, rien ne pourra jamais se passer, je crois, à ce stade, de l'œil humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le servir comme un plat, on le sort du micro-ondes et ça y est, c'est prêt à servir. Il faut quand même contrôler la qualité. Un bon compositeur, un très bon compositeur par rapport à un médiocre, le médiocre n'arrivera jamais au milieu du bon grâce à l'intelligence artificielle. Je crois que la différence, elle existera toujours. Et notamment, je vois, moi, ça fera peut-être des progrès, mais en matière de texte, quand on veut écrire un discours, je demande à ChatGPT, écris-moi un discours. Bon, ça donne des idées, mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui nous fait avancer, mais quelquefois, ça peut aussi nous délivrer. Moi, ce que j'aime dans ce genre d'outil, c'est quand ça nous délivre du casse-pied administratif. Par exemple, faites une lettre de réclamation pour dire que, je sais pas, que l'amende que vous avez reçue n'est pas juste. On le demande, machin, voilà, c'est pas très grave que ça passe par l'intelligence artificielle parce que, à mon avis, c'est répondu aussi par l'intelligence artificielle. Donc, mais en matière artistique, je crois que de toute façon, quoi qu'il arrive, la différence entre les bons et les mauvais sera toujours la même. Donc, je n'ai pas d'angoisse là-dessus. À chaque fois qu'il y a eu des révolutions, et notamment au XXe siècle, des révolutions numériques, on a toujours dit attention, attention. Mais à force de dire attention, j'avoue que j'en ai un peu marre des attentions, quoi. J'en ai marre de dire attention, danger. Je trouve ça devient un peu suffocant, ces alertes. Ouais. Et justement, je voulais que vous nous parliez un tout petit peu de votre actualité, si vous êtes peut-être en pleine écriture. Oui, je suis en pleine écriture. Si ça vous dérange pas de nous mettre un petit peu en Non, je suis même en pleine préparation d'un film qui est l'adaptation, un scénario que j'ai écrit d'après, qui est l'adaptation d'une bande dessinée qui connaît un succès phénoménal, qui s'appelle Les Enfants de la Résistance, une série de BD de Benoît Herse et du Gommier des Belges, qui raconte l'histoire d'un petit village français à l'heure du début de la guerre de 39-40 et qui va se trouver, parce qu'ils sont dans un endroit stratégique, tout à coup occupé par un bataillon allemand. Et trois enfants, deux garçons et une fille, vont par forfanterie ou par puérilité commencer par, vandaliser gentiment, faire des graffitis sur des affiches de propagande, et petit à petit inventer un nom de réseau. Et tout petit nom, hein, et puis faire des petites conneries, mais mettre des tracts pour faire réveiller leur village par rapport à l'occupant. Et ça va d'une certaine façon réveiller le village parce que tout le monde se demande mais qui est ce réseau qui nous envoie des trucs? On imagine que c'est des gens qui viennent de Londres, alors que c'est leurs propres enfants. Et puis, mais le jeu va devenir plus important, ils vont se prendre au jeu et faire prendre au jeu aussi jusqu'à mettre leurs proches parfois en danger. Et donc c'est à la fois l'histoire d'aventure familiale, mais aussi qui a la vertu, je crois, de recontextualité pour les enfants, une période dont on dit qu'ils connaissent mal, mais c'est vrai que c'est la résistance et l'occupation vue par le prisme des enfants. Donc évidemment, moi, comme je suis un obsédé de la Seconde Guerre mondiale et que j'ai fait les choristes qui se passent en 49, Faubourg 36 en 36, la guerre des boutons en 43, je ne pouvais pas laisser passer ce sujet-là. Et donc voilà, on va commencer le tournage le 15 octobre. Et puis pour le rôle principal, tête d'affiche, oui, je veux dire la plus symbolique, parce que j'avais proposé, avant que son film sorte, heureusement,
le rôle principal adulte d'un rural à Artus. Et malgré le succès de son film, il m'a confirmé qu'il participerait au mien. Donc ça tournera autour de lui. Votre musique de film préférée, Oui, votre film préféré oui. et votre réplique préférée. Bon, alors je vais aller au plus simple. La musique de film préférée, en tout cas celle qui surnage à chaque fois malgré les nouvelles qui arrivent, je pense que ça reste comme la bande originale d'Il était une fois en Amérique de Morricone, d'après le film de Léon. Oui, parce qu'il y a 4 thèmes absolument formidables et tout. Film préféré, vous savez bien que c'est impossible, mais je vais dans ce cas-là me réserver les 5 dernières années, on va dire. Mais un film que j'adore qui sera la musique, c'est Bohemian Rhapsody. Croyez-moi, personne ne passera jamais un disque de Queen. Que je revois même avec mes enfants, qui est un film pour moi qui est un film total où il y a tout l'humour, l'émotion, l'épique, la musique aussi. Et la réplique préférée, alors, je ne veux pas passer pour un misanthrope, mais c'est peut-être les mots dans le film d'Othon Lara, La traversée de Paris, d'Orange Sebaust, quand Gabin, dans un café, invective de médiocres tenanciers de bar qui sont à moitié collés-beaux, qui donnent tous, et qui lui dit, il les traite de viande grise. Il dit, regardez, vous, lui, à sa tête d'alcoolique, et regardez la rombière avec les seins qui les valignent sur la brioche, etc. 50 ans chacun, 100 ans de conneries, et il leur dit, pour finir, ce qui est terrible, mais qu'est-ce que vous êtes venus foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister. Voilà qui est dit. C'est terrible, la parole. Vous n'avez pas honte d'exister. Oui, c'est quelque chose que malheureusement, parfois, il m'arrive d'avoir envie de dire. Voilà, je n'irai pas plus loin. Oh mais regarde-moi le mignon là avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout. Du mou, là du mou. Et l'autre à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux, 3 mentons les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Oui, ce que j'aime bien surtout dans votre radio au cinéma, c'est qu'elle n'est pas assujettie encore à des sponsorings qui rendent justement la présence de certains acteurs ou certains films obligatoires et vivantes comme s'ils étaient labellisés, elle se permettre d'être, ce que j'aime dans le mot amateur, c'est qu'elle n'est pas gangrénée, même si vous le faites avec professionnalisme, elle n'est pas gangrénée par du marketing ou par la surreprésentation, et par conséquent qu'elle n'est pas non plus de parti pris, et qu'on peut dans ce cas-là, puisque vous n'êtes pas de parti pris, vous faire confiance parce qu'on sait que vous ne saurez toujours qu'honnête avec vos opinions.